t'en étais à... Ma bourse de recherche. Ouais. D'accord. Ah oui, quel âge tu avais, c'est ça? Tu avais 20 à peu Donc, près. 21 ans quand j'ai commencé, et comme je l'ai eu pour 5 ans, ça fait jusqu'à 26 ans. Et puis après, il fallait trouver ou un travail ou continuer pour faire mon doctorat, terminer mon doctorat. Entre-temps, j'ai eu beaucoup de problèmes à l'université et autour et alentour. Pourquoi? Ben, les problèmes professionnels, de jalousie, comme tout le monde, si je peux dire. Le milieu académique ne vaut pas mieux que les autres. Ce sont les mêmes rivalités et les mêmes jalousies. Et puis comme je commençais à être connu et que je commençais à à publier, peut-être pas encore beaucoup à l'époque, mais quand même je commençais à publier, ça m'attirait des jalousies féroces de la part de ceux qui ne faisaient pas grand-chose, comme toujours et partout. Donc, euh, j'ai demandé une bourse pour les États-Unis, qui était très, très, très demandée, très difficile de l'avoir, mais grâce à l'appui du recteur de l'université, je l'ai obtenu. On me donnait pour toute la Belgique 10 bourses de ce type, dans toutes les branches confondues, quelles qu'elles soient. Donc, j'ai obtenu une des 10 bourses pour l'université de Harvard aux États-Unis, à Cambridge, à côté de Boston. Mais tu connaissais déjà mamie, là? Ah oui, nous étions mariés depuis déjà quelques mois. Nous nous sommes mariés il y a 60 ans, en 1956, en décembre 56. Oui, nous sommes partis aux États-Unis, à Harvard, en 1957, D'accord. en bateau depuis Rotterdam. En bateau? En bateau depuis Rotterdam. Pourquoi en bateau? Parce que c'était intéressant? Non, parce que tous les bénéficiaires de cette bourse, Ah, c'était en bateau. c'était en bateau. Ça prenait 8 jours, mais bon, on est arrivé à New York. Il n'y a pas grand-chose à voir, j'imagine, durant le voyage. Non, la mer, la mer, la mer. Comme c'était un bateau hollandais, la nourriture y était pas très bonne, franchement. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup d'imagination. Ils servaient pratiquement la même chose tous les jours, mais avec des noms différents. D'accord. Et ensuite, du coup, aux États-Unis. J'ai fait connaissance avec la famille de mamie, et puis nous sommes partis à Harvard. Là, on a eu beaucoup de problèmes pour se loger. C'était terriblement difficile de trouver un logement. Ça, c'est toute une épopée. Ça met très longtemps à te la raconter. Finalement, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et ça a un intérêt sur le plan sociologique, mais je ne vais pas commencer à te raconter ça, il y en a pour trop longtemps. Donc j'ai passé 2 ans à Harvard à poursuivre mes études slaves, notamment avec un professeur très très connu, à la fois linguiste et spécialiste de la culture médiévale, Roman Jakobson, un nom très connu dans les études slaves, qui était le plus intéressant et le meilleur des professeurs que j'ai eus. Les autres étaient assez médiocres, je dois dire. Je me souviens d'un épisode assez drôle, quand il a été question de savoir à quel niveau je devais continuer mes études. Le département d'études slaves, comme j'avais fait 4 ans à l'université de Bruxelles, n'a pas voulu me reconnaître plus que 4 ans. Ils m'ont donné que l'équivalent de 4 ans.
Donc ça ne me donnait pas encore le Master of Arts, qui était 5 ans. Bon, rien à faire. J'ai dû m'inscrire pour obtenir ce Master of Arts. Mais je me souviens d'un épisode finalement très drôle quand, à un cours du chef de département, celui qui avait dû ne me reconnaître que 4 ans, il a commencé à poser une série de questions concernant la culture, l'histoire, la littérature, la culture russe. Et j'étais parmi la quinzaine d'étudiants, les autres étaient américains, le seul à connaître les réponses. Alors le chef de département était un peu énervé et il m'a dit: comment se fait-il, monsieur Blankov, que vous connaissez les réponses, vous qui venez de Belgique, vous connaissez les réponses, et mes étudiants américains, ils ne les connaissent pas. Pourquoi? Je lui ai dit: c'est le résultat de mes 4 années à l'université de Bruxelles, monsieur Lord, c'était le nom du chef de département. Il a avalé de travers, mais il n'a pas su quoi répondre. Oui, mais t'es quand même pas pu Ah non, j'ai quand même dû continuer à passer mes examens. Et les examens à l'américaine, non merci. Il faut savoir que les examens en Amérique, c'est tout à fait différent de ce que j'avais connu en Europe. Là, c'est la course contre la montre, il n'y a que la vitesse. Les étudiants reçoivent la feuille avec les questions, mais ils ne réfléchissent même pas, ils se jettent sur leur bic, leur porte-plume, et ils commencent à écrire, sans même avoir le temps de réfléchir. Moi, j'avais été préparé à réfléchir d'abord avant de répondre. Donc j'étais souvent pris de court. Au bout du temps écoulé, j'avais terminé la moitié ou les 2 tiers ou les 3 quarts de l'examen. Donc c'était très, très dur. And how was being a specialist of Russian subjects or culture in United States during the Cold War? The Cold War. Yes. It was normal. Well, it's never more normal. In the West, when you study Russia or Russian, it's never normal. You know, the West doesn't, especially at that time, didn't know much about the Soviet Union, and all kind of des idées préconçues, you know, preconceived ideas. So it was a very atmosphere of Cold War, of course. Mais là, tu étais déjà allé en Russie, là? Non, je suis allé en Russie. Après? À la fin de mon séjour aux États-Unis, juste après mes 2 ans. Et puis bon, après 1 an, j'ai obtenu mon Master of Arts. Mais en 1957, il y a eu un coup de tonnerre dans le ciel américain. C'est l'année du satellite artificiel, du Sputnik, qui a été un coup de tonnerre pour les Américains, qui naïvement ont cru qu'il fallait apprendre le russe tout d'un coup et se sont tous jetés sur cette langue qu'ils ignoraient et méprisaient depuis des dizaines d'années. Tout d'un coup, ils se sont mis à tous à vouloir apprendre le russe. Et du jour au lendemain, le 4 ou le 5 septembre 1957, il y a eu 300 inscriptions pour la langue russe dans le département slave. Ils n'ont pas su faire face, ils n'avaient pas assez de professeurs. C'était la panique. Alors, comme j'avais de très bons résultats, et que je commençais à me débrouiller pas mal en russe, ils m'ont demandé de donner des cours de russe. Ça a été mon premier job officiel d'enseignant. J'ai enseigné pendant 1 an la langue russe à Harvard. À des licences? À des étudiants de différents niveaux. D'accord. Plus jeunes, plus âgés, très variables. Ok.
Et ensuite, avec mamie, vous vous êtes dit donc, en 58, bon, nous avions de grands problèmes financiers parce que ma bourse était très prestigieuse, mais pas très généreuse. Et vu les prix des logements et de tout le reste aux États-Unis, c'était très difficile. Donc, heureusement, mamie, étant d'origine américaine et parlant plusieurs langues, a pu trouver un job, 2 jobs même, enseigner le français dans une école privée et enseigner également le français d'ailleurs à l'université Suffolk University à Boston. Donc avec son traitement de professeur, on s'en sortait, disons. Sinon, je ne sais pas comment on s'en serait sorti d'ailleurs. Et après, vous vous êtes dit, Alors, on va s'installer à Bruxelles? En 58, on a d'abord fait un grand voyage à travers les États-Unis. C'était la tradition pour les détenteurs de cette bourse. À la fin de leur séjour, on les invitait à visiter les parcs nationaux et d'autres endroits prestigieux du point de vue touristique. Donc, nous avons mis une annonce à l'université de 2 étudiants qui partaient en voiture et qui cherchaient des passagers payants, nous ont pris et on s'est donné rendez-vous dans l'État de Minnesota où un des frères de mamie était vétérinaire. Les étudiants nous ont rejoints là et on a continué avec eux en voiture à travers les parcs nationaux, Yellowstone, puis le Dakota, le Wyoming et encore d'autres États, jusqu'en Californie, jusqu'au parc Yosemite. Et là, on a repris l'avion pour rentrer à Boston et de là pour rentrer à Bruxelles définitivement. And until that moment, you were a specialist of Slav culture, and you never been in the place. No, at that time I had not been in. And in 58, comme je l'ai dit, c'était l'année du congrès des études slaves à Moscou, et c'était assez difficile de voyager en Russie. Yes, it was really closed. À l'époque, beaucoup de villes étaient fermées aux étrangers. Donc je n'ai vu en 58 que Moscou et Saint-Pétersbourg, Leningrad. And how was the experience? I mean, to be in the place where you're... Well, everything was new, different, but it was a very interesting experience, of course. You had une réunion de spécialistes d'une 50aine de pays différents, dont certains savants très connus. Donc c'était quand même une expérience pour un jeune chercheur. Donc j'en ai gardé quand même un bon souvenir. On a commencé à rencontrer des gens intéressants, des sceptiques, qui sont devenus des amis fidèles à Moscou et même à Leningrad, à Saint-Pétersbourg. Donc, on a établi des contacts qui sont devenus très fructueux par la suite, et dont certains durent encore maintenant. But the feeling of being in the place where you've been studying a lot in your life. Yeah. I mean, the feeling, how is to be in the real place after all the time? After the theory. Yes. Maybe. As I told you, everything was new and different. Okay. Very different. Okay. You had to get adjusted to a different way of life, different way of thinking, different way of acting. They're very different. You have to have the feeling, you know, to engage in conversation with people who are different, and it's not so much a question of language, it's a question of mentality, thinking. We had the experience in America
also. Americans were thinking very differently from Europeans. And can you tell us a little bit about your experience or your approach with the photography? What your interests? Because ton grand-père était photographe? Oui, le grand-père du côté de ma mère était photographe, mais je ne l'ai pas connu. Donc, Oui, mais c'est dans les gènes. Quoi? C'est dans les gènes. Yeah, Peut-être dans les gènes, mais tu sais, la technique photographique avait changé depuis. Oui, bah oui. Donc pourquoi est-ce que tu as Lui, il employait encore des plaques en verre. Hein. Donc pourquoi t'as commencé la photo Pourquoi parce que j'ai été intéressé par l'idée de conserver le souvenir de choses et de gens que j'avais vus. J'aimais l'art, j'aimais la peinture, le dessin, mais j'ai aimé la photographie, c'était la suite. Et ta maman, elle dessinait aussi, non? Ma mère dessinait et peignait, surtout à l'aquarelle, très bien. Donc ça m'a peut-être un peu influencé. Moi-même, j'aimais dessiner quand j'étais plus jeune. Je dessinais surtout de la main gauche. Ah oui, bah comme moi. Oui. Moi, je suis droitière, mais en fait, j'utilise beaucoup ma main gauche. J'étais droitier, mais je dessinais mieux de la main gauche que de la main droite. Et Elisabeth a repris la tradition. Et du coup, cette maison, vous l'avez achetée quand Cette maison, on ne l'a pas achetée, elle n'existait pas. Ah, vous l'avez construite? Nous avons habité d'abord pendant quelques mois chez mes parents, avenue Louise, 500 avenue Louise. La maison n'existe plus maintenant. Et puis nous avons déménagé en appartement juste en face de l'université, où nous avons habité pendant environ 3 ans. Et puis l'appartement n'était pas extraordinaire, n'était pas très grand, ça coûtait cher. Mon père voulait beaucoup qu'on ait un logement à nous, donc on a acheté le terrain, c'était un terrain vague. Il y avait juste le terrain, on a acheté le terrain. Et mais il y avait la maison là et la maison là, ou pas? Oui, ces 2 maisons-là existaient. D'accord. Ici, c'est un terrain vague. Et on a emprunté de l'argent à la caisse d'épargne sur 25 ans. Et bon, on a pu construire cette maison dans les limites urbanistiques prescrites par la commune, bien sûr, mais on a pu faire plus ou moins ce qu'on voulait, plus ou moins. You understood? Et du coup, il te demandait un souvenir de cette maison. Un souvenir de cette maison, c'est le meilleur souvenir, c'est les gens qui ont fréquenté cette maison. Comme nous étions très ouverts sur le monde, avec des intérêts intellectuels très développés, cette maison est devenue un centre de rencontres international. Pendant 30 ans, nous avons eu des gens de 25 ou 26 nationalités différentes, dont certains étaient des artistes, des écrivains, des savants très connus, des gens relativement célèbres qui ont fréquenté cette maison, et je pense que c'est un des meilleurs souvenirs liés à la maison, plus le fait que nous y avons été heureux, disons, ce qui n'est déjà pas mal. Mais c'est beaucoup de travail. C'est comme au Thouars, c'est beaucoup de travail aussi. Et oui, et au Thouars d'ailleurs. Pourquoi vous avez acheté au Thouars? Comment vous l'avez trouvé? Ça, c'est surtout ta mère et mamie qui ont décidé que vivre même dans une belle maison à Bruxelles et dans un appartement très petit à Paris,
c'était vraiment pas vivable très longtemps, en tout cas pour ta mère. Et mamie aimait beaucoup la France, puisqu'elle avait commencé sa carrière européenne en France. Et elle rêvait de trouver quelque chose en France. C'était très difficile, bien sûr. Et par un concours de... Par hasard? Hein? Par hasard, non? C'était par hasard? Presque, c'est jamais tout à fait par hasard. Par un concours de circonstances, on a rencontré une famille qui a dit oh, mais nous avons une cousine qui est âgée, qui a besoin d'argent et qui voudrait mettre sa maison dans le Lot en viager. Bon, ta maman et mamie sont allées voir, elles ont été séduites immédiatement par la maison du village d'Autoire, un des plus beaux villages de France. Elles ont décidé que c'était ça ou rien. Mais c'était une entreprise phénoménale.